Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Alors, comme à l'habitude, bonsoir Jocelyne, Bonsoir. réalisatrice et recherchiste de cette belle capsule de divertissement. Oui. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Aujourd'hui, je reviens avec des images historiques qui sont très impressionnantes et j'avais bien aimé. Tu l'avais promis qu'elle allait avoir une deuxième partie. Alors voilà, je tiens ma promesse et j'aime beaucoup l'histoire, comme je le disais l'autre jour. Et encore une fois, ce sont des images qui ont été sélectionnées. Il n'y a pas d'images difficiles à regarder de guerre ou des images que les enfants ne pourraient pas voir. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est pour tous. C'est pour tous. Alors, je débute avec une image de la NASA, 1961, avant les ordinateurs. Donc, on calculait la trajectoire des vaisseaux spatiaux, leur orbite, etc. C'était des calculs mathématiques et donc, on était plusieurs comme ça avec des échelles sur un immense tableau. C'est quelque chose. Toujours impressionné, moi, de voir à quel point des gens peuvent avoir du plaisir et bien maîtriser les mathématiques là, ou la physique. Oui, hein, parce que c'est quand même... c'est toute une science, les mathématiques. Hein? Oui, il faut aimer ça. Moi, je déteste. Oui, c'est ça. On se souvient. On a tous des souvenirs par rapport à nos études. Bien, il y en a qui aiment ça. Hein. J'avais des amis, puis ben, moi, là, bien difficile. Semble-t-il qu'on a la base des mathématiques ou non. En tout cas, les chercheurs parce qu'on aime la musique. Oui, puis apparemment que c'est très mathématique, la musique, en passant. Hein. Oui, il paraît qu'il y a de la mathématique dans les chefs-d'œuvre musicaux. Donc, oui, c'est pas donné à tout le monde. Je vois le tableau, moi, puis je suis étourdie. Ah non, moi, je voulais aller me coucher. Non, c'est carrément ça. Là. Mais je sais qu'il y a des gens qui en mangent et puis qui aiment ça. Ah oui, comme passe-temps, ils vont faire la gèbe. Là, ma femme, elle faisait ça comme passe-temps quand elle était jeune. Là. Ah oui, moi, quand elle me dit ça, là... c'est... Non, mais ça a-tu du bon sens? T'aimes-tu mieux... C'est quasiment traumatisant. T'aimes-tu mieux après-midi faire du dessin ou de la gèbe? Oui, puis s'amuser à faire de la gèbe. Ses frères arrivaient, puis wow, c'est pas mal plus vieux qu'elle, puis ils faisaient de la gèbe pour s'amuser carrément. Ah mon Dieu, non, j'aimais mieux le dessin. Ensuite, j'enchaîne en Allemagne. On passe à autre chose. Oui. J'enchaîne en Allemagne. C'est toute une photo, 1961. Donc, on était en train de construire le mur de Berlin. C'était juste une espèce de barbelé assez bas, en bas. Donc, Konrad Schumann, qui a déserté Berlin-Est, qui a sauté par-dessus. Lui, il était policier et son travail, c'était de surveiller le mur de Berlin en construction, de surveiller que personne saute par-dessus. Puis, les gens de Berlin-Ouest, ils criaient « Saute, saute », et il l'a fait. Donc, il est sauté du côté de Berlin-Ouest. Il s'est fait recueillir dans un poste de police et on lui a donné un billet d'avion pour la Bavière, qui est une région d'Allemagne beaucoup plus éloignée. Est-ce qu'on parle vraiment d'une photo prise sur le vif? Sur le vif, en Carrément. fait. Oui, c'est que le policier, il y avait un photographe de l'autre côté, ça a donné comme ça. J'imagine qu'il photographiait lorsqu'on érigeait le mur. Et il voyait que le policier était nerveux. Il fumait cigarette après cigarette après cigarette. Et il y a eu comme feeling, j'ai l'impression qu'il va sauter. Donc, il s'est tenu prêt. Et il y a même une vidéo qui existe, vous pouvez aller voir sur YouTube. Ah oui. Konrad Schumann. Il y a une vidéo qui existe de cette même scène. Et les gens lui disaient « saute, saute ». Et bon, comme je l'avais expliqué dans une précédente émission, il y avait Berlin-Est, Berlin-Ouest. Et au niveau de l'Est, c'était des conditions de vie beaucoup plus difficiles qu'à l'Ouest. Donc, on lui a donné un billet d'avion, puis on l'a retourné en Bavière. Il a terminé sa vie dans l'industrie du vin. Donc, il a refait sa vie. Et je trouvais ça spécial comme photo, là, vraiment, là, l'instant précis. Et de bien saisir aussi ce que ça pouvait représenter d'un côté par rapport à l'autre. Pas facile, hein? Mais lui, il a risqué sa vie. Parce que lorsqu'il a sauté... c'était passible, là, Oui, il aurait pu se faire fusiller. Carrément, donc, il a laissé son arme. En sautant, il a laissé son arme du côté de l'Est, puis il a sauté... et il s'est fait recueillir tout de suite. C'est quelque chose, ça prend du courage. On peut dire de lui qu'il a fait le grand saut. Oui. Et ça a été une image qui était un symbole de liberté encore aujourd'hui. La première fois que je la vois. Moi aussi, j'ignorais totalement cette image-là. Intéressant. Ensuite, on enchaîne dans les années 40 avec Staline. Donc, c'est le double de Staline. Il y avait des rumeurs qu'il utilisait un double. Et effectivement, c'est le cas. Donc, est-ce qu'il faut deviner c'est qui le double? Là? À gauche, le double, c'est un danseur jongleur. Et il était dans la vingtaine alors que Staline était dans la soixantaine.
Donc, on le maquillait et il avait fait la guerre, le double, donc il y avait quand même des cicatrices. Ça le vieillissait, si on veut, un peu. Donc, ce qu'il faisait, c'est que justement, le double, il a fait la guerre et il a été déclaré mort parce qu'il y a eu, il a été vraiment blessé. Puis on a écrit à sa famille qu'il était mort. On pensait qu'il était mort, mais ce n'était pas le cas. Et bon, ça a été l'occasion pour lui de débuter une double vie. Et c'est comme ça qu'il a commencé à être un double de Staline parce qu'on s'est rendu compte qu'il lui ressemblait beaucoup. Donc, lui, il allait aux événements où la vie de Staline était en... Oui, c'est ça. Bel job. Job un petit peu ingrate. Un peu anxieux. Oui, donc c'était pas une job. Donc, Staline qui utilisait un double. Ensuite, photo d'Einstein qui m'a fait sourire. Einstein à la plage. Ah! C'est spécial de le voir décontracté comme ça. Oui, hein, parce qu'on le voit toujours, les mêmes photos. Oui, donc c'est une photo qui était... On a rajouté des couleurs. Après. C'est pour ça que j'étais surpris de voir. Oui, moi aussi, j'ai lu que c'était rajouté. C'est bien fait, hein? C'est plutôt au niveau de l'arrière-plan qu'on s'aperçoit du rajout. Là. Mais c'est particulier de voir. Paraît-il qu'il allait là, c'était dans le Long Island, il allait faire de la voile et jouer du violon. Donc, particulier. Ensuite, c'était une photo de 1939. J'enchaîne avec 1992. Ça, c'est une photo. C'était une activité du Ku Klux Klan. Donc, évidemment, c'est un groupe qui croit à la suprématie de la race blanche. Et donc, le petit enfant a été habillé en Ku Klux Klan. Évidemment, il y avait l'uniforme. Et il est allé voir un policier noir. Et évidemment, l'enfant n'a aucune idée des idéologies du groupe. L'enfant, lui, il s'est fait habiller par ses parents, mais lui, il est là. Et comme tout enfant, il est allé voir l'espèce de bouclier du policier parce qu'il voyait son reflet et il s'amusait à tracer le contour de son reflet avec ses doigts, comme un enfant de cet âge-là. Et l'image parle beaucoup. Incroyable. Oui, c'est vraiment quelque chose. Et on voit, on ressent dans la photo là, que les policiers sont carrément bouche bée. Hein? Oui, il y a comme un paradoxe, là. C'est incroyable. Et le policier a dit par la suite que lui, il n'était pas supposé être là. Il ne voulait pas être là à cette manifestation-là, mais son supérieur l'a forcé à être là. Et il dit comme l'enfant qui a été forcé à être là. Ah, tu vois? Ouais. À double sens. Donc, c'est là qu'on voit souvent les idées des parents qu'on force, qu'on met de force dans la tête des enfants. Le petit enfant reste un petit enfant que lui... La preuve qu'on peut modeler une façon de penser et puis une idéologie. Hein. Donc, c'est une... Ce qui est malheureux en soi. C'est une photo qui parle beaucoup. Donc, c'était en Géorgie en 92. Ensuite, en Suède, photo un peu drôle. En 1967, c'est le jour qu'on a décidé qu'on changeait le trafic d'essence. Hey boy! Oui, ça n'a pas été clair pour tout le monde. Déjà? En Suède. Hey, ça devait être spécial. C'est qu'on a réalisé qu'évidemment, la plupart des pays d'Europe roulent à droite. Et la Suède s'est dit, bien, on va rouler à droite nous aussi, ça va être plus simple, on a des volants à gauche, etc. Donc, un matin, on s'est dit, on change le trafic de bord. Et ça avait été annoncé, mais de toute évidence... Chaotique un peu, hein? C'est quelque chose. Oui. Les gens débarquaient des voitures pour argumenter. Oui, c'est ça. Ensuite, Allemagne, 1936, une photo qui parle beaucoup. Donc, c'est une cérémonie commandée par Adolf Hitler lui-même. Et il y a un homme qui refuse de saluer Hitler dans toute la foule. Donc, il paraît pas mal, il se démarque des autres. Et bon, on a vérifié, finalement, il y avait un historique, c'est que cet homme-là voulait se marier avec une juive, mais évidemment, sous Adolf Hitler, ce n'était pas possible. Il a eu des enfants avec cette femme-là. On a emprisonné la femme. Ensuite, elle serait décédée dans les camps de concentration. Incroyable comment cet homme-là a réussi à avoir un pouvoir de même sur fou, un peuple, autant de personnes. Tu vois, tout le monde, c'est comme des robots. C'est incroyable. Je pense que c'est Albert Einstein qui... c'est désolant. Oui, de voir qu'un groupe, je pense que c'est Albert Einstein qui disait qu'un groupe d'humains deviennent comme des robots à faire les mêmes gestes, c'est incroyable. Ouais. C'est sous le pouvoir de... Donc voilà, c'était... Ça a été loin, là, on s'entend. Ah oui, c'est horrible, les histoires. Là. En fouillant pour les photos, c'est un site qui s'appelle Rare Historic Picture, quelque chose comme ça.
Donc, moi, j'ai trié, j'ai sorti celles qui étaient montrables, mais j'étais à travers beaucoup de photos qui n'étaient pas montrables de camps de concentration et je peux vous dire, c'est pas facile à regarder. Traumatisant. Oui, ça fait réfléchir. États-Unis 67, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas un couple gay, c'est un homme qui s'est fait électrocuter en haut et l'autre essaie de le ramener à la vie. Ça, c'est une photo qui a quand même beaucoup circulé et il lui a sauvé la vie. Donc, il s'était fait électrocuter, celui du haut, et était inconscient. Donc, il ne pouvait pas le descendre en bas tout de suite parce qu'il a dit, bon, il faut d'abord que je pense à le faire respirer. Et quand il a senti un pouls, là, il a débarqué de son harnais, il a descendu sur son dos. Donc, c'est quelque chose. Il lui a sauvé la vie. Il a vécu, je pense, une quarantaine d'années encore, le monsieur en question. Là. Donc, le titre, c'est « Le baiser de la vie ». Donc, il a sauvé la vie de... Et maintenant, il paraît-il que les monteurs de ligne aux États-Unis, donc, on leur apprend comment vraiment le RCR, comment sauver la vie comme ça. Oui, parce qu'on parle de haut voltage, c'est instantané, ouais. Le cœur arrête, bang. Il était chanceux. Vraiment... Et le photographe, ça donnait qu'il photographiait les hommes dans les poteaux électriques comme ça. Et il a entendu crier. Puis il a vu l'homme qui était inconscient. Donc, il était appelé l'ambulance tout de suite. Et il est revenu, il a vu qu'il était en train de le réanimer, puis il a pris une photo. Des fois, c'est des trop bons moments. C'est fun, oui, qui témoigne d'un moment vraiment spécial et d'autant plus ça finit bien. Oui, ça finit bien. Oui. Non, je ne mettrai pas de photos qui se terminent mal. Non, c'est bien. Donc, ensuite, Saint-Louis 1910, enfants qui fument. C'est une autre époque, hein? Ouais. Donc, c'était des vendeurs de journaux là, dans les rues. Et on ressent la fierté par rapport à l'acte. Hein? Et tu vois, il y a 3 jeunes garçons et les 3 fument. Donc, c'était l'ère industrielle. Il y avait, en 1910, 2 millions d'enfants de moins de 15 ans qui travaillaient aux États-Unis. Donc, c'était vraiment une autre époque. Et vous allez voir l'image suivante, c'est la même chose. C'est des enfants au travail et c'est en Géorgie. Ils ne sont même pas assez grands, qui doivent monter sur la machine. Je pense juste aux accidents de travail. Et c'est pas les normes d'aujourd'hui, là. C'est quelque chose. Ça, puis le type d'enfance que ça a représenté, c'est pas facile de s'imaginer. C'est évidemment. Donc, ensuite, on se transporte en Allemagne en 1944. C'est une machine qui sert à briser les chemins de fer. Je ne savais pas que ça existait. Et donc, c'est les Allemands qui détruisaient le chemin de fer en Union soviétique pour éviter que l'ennemi l'utilise. Donc, une machine à détruire les chemins de fer. Ça existe. Et ça a l'air tout de même assez performant, merci. Oui, hein, c'est quelque chose. Hein, c'est qu'on pense tout le travail pour construire un chemin de fer. Parle pas de ça. Ensuite, en Floride, 1964, moi, cette image-là, j'en reviens pas. C'est une autre époque, hein, une époque très raciste. Donc, c'est une piscine pour blancs seulement. J'arrive pas à croire que l'être humain pouvait être à ce point ridicule. Évidemment, bon, vous voyez, il y a des noirs dans la piscine et le propriétaire jette de l'acide dans la piscine. De l'acide? Oui. T'es pas sérieuse? Oui, de l'acide murianique pour que les noirs s'en vont. En fait, c'était des blancs qui avaient loué des chambres d'hôtel et qui avaient décidé d'inviter des amis noirs dans la piscine et le propriétaire a mis de l'acide dans la piscine pour les faire fuir. C'est épouvantable. Tu sais, aujourd'hui, ça n'a aucun sens, mais... Inconcevable. On parle quand même de 64. Donc, je sais, c'est même ça le pire. C'est quelque chose. Ça fait pas longtemps, hein? Ça fait pas si longtemps que ça. Donc, j'arrive pas à croire qu'on a pu faire une distinction entre les différentes couleurs de peau. Et le pire, c'est que c'est vrai. Oui, c'est épouvantable. Donc, ensuite, on se transporte en Ohio, 1918. Donc, c'est 21 000 hommes et officiers. Donc, c'est le portrait de Woodrow Wilson, un des présidents américains. C'était visible d'une tour de 80 pieds. On en voit aujourd'hui des images comme ça, mais on a les ordinateurs, on peut tout préparer d'avance, mais qu'on a réussi à faire ça en 1918. Incroyable. Et ils ont fait aussi beaucoup d'autres figures, des aigles. La patience que ça doit prendre pour Moi, j'arrive pas à croire. Est-ce qu'on parle du nombre de personnes impliquées? 21 000. Ah, mon
c'est incroyable. Donc, on voit un peu là, vers le nord des bâtiments, là, vers le nord-est. Ben oui. Ça donne un peu une idée de la grandeur, mais moi, j'arrive pas à croire en 1918, sans l'aide des ordinateurs, de rien, et qu'on a mis ça en scène. Et il ressemble vraiment au président américain, là. J'ai été voir des photos, donc c'est quelque chose. Ensuite, la Grande-Bretagne, 1937. Ah, cette photo-là, j'ai trouvé ça spécial. Donc, c'est la différence des classes sociales en Grande-Bretagne avant la guerre. Vous voyez, c'est fou, hein? Donc, à gauche, des jeunes de familles riches et à droite, des jeunes de la classe ouvrière qui travaillaient. Et on racontait l'histoire de ces 5 jeunes hommes et on disait que, ironiquement, celui du centre est mort, je pense, 1 an ou 2 après d'une tuberculose pneumonie. Celui à gauche est mort aussi. Il a souffert de troubles mentaux et il a troublé. Finalement, il est décédé quand même relativement jeune. Et les 3 à droite ont eu des vies très heureuses, étaient toujours vivants. Tu sais, on dit parfois que les enfants de familles riches sont très vivent dans la dentelle, sont très protégés, et les enfants pauvres ont une vie difficile et meurent avant le temps. Et dans cette photo-là, c'était le contraire. Donc, on racontait l'histoire, le destin de ces 5 jeunes garçons. Et c'est les 3 garçons pauvres qui ont vécu une vie plus longue et heureuse, mariés, etc. Donc, ça dépend pas toujours nécessairement du mode de vie. Hein? Voilà, le statut social ne veut pas dire nécessairement si vous allez réussir ou pas votre vie. Donc, c'est particulier. Bon message. New York, 1930, il n'y a personne qui n'a pas de chapeau dans cette photo. C'est particulier, hein? Ben oui. Donc, à l'époque... Qui était très à la mode, le chapeau. Ben, avant 1960, on racontait que sortir sans chapeau, c'était comme sortir sans souliers, aussi pire que ça. Ça n'avait pas de sens. Évidemment, il y avait moins de voitures, les gens étaient beaucoup à l'extérieur, donc pour se couvrir des intempéries. On disait aussi qu'évidemment, à l'époque, se laver était moins évident qu'aujourd'hui. Donc, les gens, il y avait moins d'hygiène. Et les gens avaient les cheveux plus gras, et c'est une des raisons qu'on mettait des chapeaux. Ah oui? Oui, ça m'a surpris, mais oui, semble-t-il que c'était pour cacher les cheveux gras, entre guillemets. Et c'est pas tout le monde qui a une tête à chapeau non plus, hein? Non, bien c'est ça, ils disent... j'entends souvent les gens dire ça, « Ah, moi, j'ai pas de tête à chapeau. Moi, je pense qu'on est difficile. Oui, parce que moi, j'ai pas de la misère avec ça, un chapeau. Ah, t'as pas une tête à chapeau? Ben, je trouve pas, en tout cas. Tu sais, des fois, c'est de la façon qu'on se regarde, là. Mais par contre, je trouve ça très pratique. Ah oui, un chapeau, surtout l'été avec... Le soleil, là, puis... Oui, l'été avec le soleil, donc... Moi, j'ai commencé à casquette un peu, là, mais c'est ça. C'est tranquillement que tu t'habitues la casquette, ensuite le chapeau, une transition. On se donne des styles. Tu fais ça par étapes. Ah oui. Ensuite, ben moi, ce que j'ai remarqué, je pensais pas avoir une tête à chapeau, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a plusieurs types de chapeaux, puis il y a des styles qui nous font pas. Ça j'en doute pas. Oui, c'est que c'est de trouver le bon style ou le bon style de tuque. Puis la bonne grandeur aussi. Voilà. Chicago, 1931, c'est une des premières soupes populaires. Ça commençait à être inventé, donc évidemment, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas d'emploi. C'est marqué d'ailleurs en haut pour les gens qui n'ont pas d'emploi. Donc, qui a fait cette soupe populaire? Je n'en reviens pas. C'est Al Capone. Ah oui. Le gangster qui, semble-t-il, voulait un peu redorer son image. Tout à fait. Et donc, qui est évidemment Al Capone qui a fait fortune comme bootlegger dans le temps que l'alcool était prohibé. Donc, lui, il vendait... Il en faisait le commerce, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, il a fallu que je le vérifie. Honnêtement, je ne savais pas quel trafic il faisait. Et c'était l'alcool. Et donc, c'est lui qui a fait une des premières soupes populaires. Bien, quand même, c'est bien là. Et on n'a jamais réussi à le condamner par rapport au trafic d'alcool en passant. Ah non, c'est du fiscal. J'ai lu sur Wikipédia, hein, puis je pense qu'il y avait des bons avocats. Je pense qu'ils... Oh oui, pas à peu près. Oui. Je lisais qu'il y avait plein de cours. Non, ça n'avait pas... C'était annulé. Finalement, on se rendait compte que... J'étais juré. Ah oui, c'était quelque chose. De mémoire, on l'a arrêté pour fraude fiscale, d'après moi. Oui, puis à un moment donné, ben, il a été à Alcatraz, puis il est mort. Moi, j'ai cherché de quoi. Il avait attrapé la gonorrhée syphilis, puis ça s'est transformé en neurosyphilis, puis il a comme troublé.
Ah oui. Ouais, et il a fini par sortir de prison. Il a été à l'hôpital pour se faire soigner. L'hôpital a refusé parce que c'était Al Capone, la réputation. Même s'il était sorti de prison, ils ont pas voulu le soigner. Un autre hôpital l'a pris. Pour les remercier, il leur a donné des cerisiers japonais. Puis il est décédé dans une espèce d'établissement. Et semble-t-il, c'est ça qui l'avait troublé. Là. Ah, mais j'étais pas au courant. Oui, je connaissais pas son histoire. J'ai dit, je vais aller voir un petit peu sur Wikipédia. Puis ça permet d'apprendre un peu. Ensuite, on se dirige en 1912. Donc, 1912, c'est l'iceberg qui a frappé le Titanic. Ah oui, on a réussi à le prendre en photo. Oui. Carrément. Donc, le 14 avril 1912, qui a coulé le Titanic en 3 heures. Mais on ne peut pas vraiment dire la taille. Non, il n'y a pas de comparatif. Oui, ils n'ont pas arrivé à trouver la taille exactement, mais c'est quelque chose de voir. D'autant plus qu'on ne peut jamais se fier à ce qu'on voit au-dessus. Oui, voilà. Oui, parce que la plus grande partie de l'iceberg est en dessous. Sous l'eau, tout Sous l'eau. Ouais. Donc, ensuite, 1922, ça m'a fait rire. C'est un petit peu une suite à Al Capone. Donc, États-Unis, durant la prohibition d'alcool, on distillait du whisky dans le milieu de la forêt. Ça fait penser un peu à les histoires des pays d'en haut. Donc, pour ne pas attirer l'attention avec des pas humains, on se faisait des souliers de vache. C'est des sabots de vache. Bon. Je l'ai vraiment ri. Donc, évidemment, au milieu de la forêt, de voir des traces de pas, ça aurait attiré l'attention parce qu'il y a des policiers qui savaient là, que les gens faisaient l'alcool, mais ils cherchaient où. Donc, on mettait des souliers de vache. L'être humain est quand même ingénieux. Et semble-t-il, d'où vient cette idée? Ça vient d'une histoire de Sherlock Holmes. Ah oui? Oui, c'est ce qui était écrit. Et je termine avec Égypte, que j'aime beaucoup. J'adore l'Égypte, 1922. Et c'est le sceau du tombeau de Toutankhamon. Le sceau qui est intact. Je me mets à la place de l'égyptologue qui découvre un sceau intact. Tu sais que personne n'est entré dans le sanctuaire, dans le tombeau, tu es le premier. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas découvrir. Incroyable. Donc, Toutankhamon, c'était comme 5 sanctuaires. Il avait beaucoup de sarcophages. Puis donc, ce sceau-là est resté 3245 années intouché. Ça a été découvert sur le tard. Pourquoi? Là, je parle de 1922. C'était découvert assez tard parce que au-dessus du tombeau de Toutankhamon, il y avait les débris de Ramsès IV, parce que le tombeau était situé comme au-dessus. Donc, il y avait des débris qui s'étaient accumulés comme à l'entrée, si on veut. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Et c'est pour ça que, heureusement, qu'il n'avait pas été pillé. Parce que la plupart des tombeaux égyptiens, évidemment, ont été pillés pour l'or, etc., par les gens auparavant. Donc, de voir le sceau, moi, je trouve ça vraiment spécial. Et ce qui est impressionnant, c'est que la corde est résistée autant d'années. Là, je parle de 3245 ans. Et on expliquait, c'est qu'une corde, ça dure vraiment longtemps, surtout dans un climat aride comme le désert, en absence d'oxygène. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose. Je ne savais pas que c'était dû au fait qu'il y avait 2 tombeaux superposés. C'est intéressant. Oui, c'est ce qu'on expliquait, que c'était recouvert des débris de Ramsès IV situés juste au-dessus de son entrée. C'est bien spécial qu'il ait pris la décision d'aller au-dessus d'un ancien tombeau. Je ne sais pas comment c'était disposé, mais heureusement que c'était sur le tard. Comme je disais, c'est un des rares tombeaux qui n'a pas été violé et pillé par les gens. Alors, encore une fois, cette semaine, une capsule très divertissante et instructive. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.